Merci beaucoup, monsieur le proviseur, et merci, monsieur le président Lebrun, de m'accueillir une fois de plus dans ces locaux. D'abord, oui, à côté de moi, donc, vous avez un stagiaire de l'ENA qui s'appelle Aurélien Adam. Alors, j'ai souhaité qu'il soit à mes côtés, d'abord parce qu'on a réfléchi ensemble à cette conférence, parce que, comme il est plus jeune que moi, vous serez peut-être moins intimidé de lui poser des questions. C'est-à-dire, lui et moi, d'ailleurs, on est passé par où vous êtes passé, évidemment, hein, mais on a aussi tous les deux fait Sciences Po. Donc lui est élève à l'ENA et moi j'en suis sortie en 1987, donc il y a quand même très très longtemps. Alors je voudrais peut-être commencer par vous rappeler ce qu'est un préfet, même si je pense que vos enseignants l'ont fait. Moi je ne suis pas élue, hein, je ne me présente pas aux élections, même si la préfecture les organise. C'est pour ça en effet que l'emploi du temps est très chargé, puisque les élections, qui sont un privilège des pays démocratiques et dans le monde, il y en a très peu. C'est même une minorité hein, où les citoyens peuvent s'exprimer au travers des élections. Donc le préfet, il est nommé en Conseil des ministres. C'est un poste à la discrétion du gouvernement, c'est-à-dire que tous les mercredis, on peut décider qu'il part, qu'il change de poste, qu'il est nommé ailleurs. Mais encore une fois, c'est très important de vous rappeler que je ne suis pas élu. Et Napoléon, quand il a créé les préfets, il y a 200 ans, souhaitait que le gouvernement central soit représenté dans chaque département par un préfet. Là, donc il y a des préfets de département depuis 200 ans, et depuis beaucoup moins longtemps, des préfets de région. Il y en a aujourd'hui 22, et au 1er janvier, il n'y en aura plus que 13, puisque vous savez que les régions ont été fusionnées. Là, mais on pourra reparler de tout ça. Alors le préfet, il a deux fonctions pour essayer d'être le plus simple possible. Le préfet, il représente l'État, ce qui est extrêmement important dans l'histoire de la France, et il représente le gouvernement. Les deux, l'État et le gouvernement, encore une fois, il n'est pas élu. Voilà, pour une présentation générale sur le métier et sur ce qu'est un préfet. Donc, mais encore une fois, je laisserai le plus de temps possible aux questions pour que vous puissiez m'interroger. Voilà, je voudrais dire un mot sur l'état d'urgence avant de rentrer dans mon sujet qu'on m'a laissé choisir, dont je vous reparlerai après bien sûr. L'état d'urgence, puisque votre proviseur m'a dit que ça pouvait inquiéter certains d'entre vous. Alors je crois qu'il ne s'agit pas d'inquiétude, mais de vigilance. Je vous rappelle qu'il y a eu le 13 novembre à Paris et à Saint-Denis des attentats qui ont fait beaucoup de victimes, beaucoup de jeunes victimes, des gens comme vous, ou un peu plus vieux que vous, qui allaient écouter de la musique, qui étaient attablés à des terrasses de café. C'était le vendredi soir, ils se détendaient. Aurélien, qui est ici présent, devait aller à ce même concert le samedi, donc vous voyez que vous auriez pu tous y être, et en tout cas certains auraient vraiment risqué d'y être. Et donc après ces attentats terroristes, parce que je pense qu'il faut nommer les choses, hein, bien dire de quoi il s'agit, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Pour le faire, il faut un vote, donc l'état d'urgence a été voté pour 10 jours, et ensuite le Parlement a prolongé cet état d'urgence pour 3 mois, avec la possibilité de continuer de le prolonger. Mais pour l'instant, on est sur 3 mois, donc jusqu'à fin février. Alors l'état d'urgence, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans un état de droit. Ça veut dire que le gouvernement et les préfets qui représentent le gouvernement peuvent faire un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire d'habitude. Alors ces choses, vous devez le lire dans les journaux, l'entendre à la radio, ce sont les perquisitions et les assignations à résidence, pour faire simple. Les assignations à résidence, ça veut dire qu'on demande à des gens d'aller se signaler au commissariat ou à la gendarmerie plusieurs fois par jour. Ça veut dire aussi qu'on les empêche d'aller ailleurs, et si on le fait en général, c'est qu'on pense qu'il représente un danger. Et les perquisitions, c'est la possibilité, quand le préfet a signé un arrêté de perquisition, d'aller chez des gens, pas en défonçant les portes, quand c'est possible de ne pas les défoncer, on ne les défonce pas, pour regarder ce que ces gens peuvent avoir chez eux. Alors je dis ça parce que je lis la presse très attentivement, j'espère comme vous, beaucoup de perquisitions sont présentées comme indues. On dit les policiers et les gendarmes, ils sont allés là, pourquoi donc? Il faut que vous sachiez, j'espère que vous me croirez sur parole, mais je pense qu'il faut qu'on croie et à la justice de son pays et en l'état de son pays, qu'en général il y a des raisons. Voilà, et pour l'instant, toutes les personnes qui ont été assignées à résidence et qui ont fait un recours devant la justice, parce que le recours est toujours possible, la justice a considéré que les perquisitions avaient été faites ou les assignations à résidence avaient été faites parce qu'il y avait des raisons de le faire. Donc l'état d'urgence, ça ne vous empêche pas de continuer de vivre comme vous le faites d'habitude.
simplement, on demande une certaine prudence, une vigilance. Je pense qu'on est tous responsables de la sécurité des uns et des autres. Donc, on peut vous demander, quand vous arrivez dans un grand magasin, d'ouvrir vos sacs, d'ouvrir vos manteaux aussi, voilà, dans les salles de spectacle aussi. Voilà, ça n'empêche pas de vivre, mais simplement, c'est une attention pour les uns et pour les autres. Voilà, alors sur le préfet a aussi la possibilité d'interdire un certain nombre de manifestations. Donc moi, le samedi 14 novembre, j'ai souhaité qu'aucune manifestation festive n'ait lieu, ce que partageaient d'ailleurs les organisateurs de ces manifestations. Donc il y avait le festival du cinéma à Amiens qui n'a pas eu lieu le samedi. Le dimanche, il a eu lieu. Et il a eu lieu parce que les organisateurs avec qui j'avais longuement discuté, dont le président d'Amiens Métropole, avaient accepté d'assurer une sécurité à l'entrée. Voilà, le marché de Noël a lieu. Simplement, là aussi, la police municipale et la police nationale en assurent la sécurité autant qu'on peut assurer la sécurité. Je crois qu'il faut dire et redire qu'on ne peut pas mettre un policier et un gendarme derrière chacun d'entre nous, et qu'en plus, même si on le faisait, ça ne serait pas complètement le zéro risque. Donc simplement une vigilance et se rendre compte qu'on vit dans une situation difficile au plan mondial, très difficile, très complexe, et qu'il faut éviter de l'expliquer de manière trop simple. Je pense que vos professeurs essayent de le faire, mais justement c'est très complexe et qu'il faut accepter la complexité du monde et d'ailleurs se méfier de toutes les solutions simplistes à la complexité des problèmes. Est-ce que sur l'état d'urgence, vous avez des précisions à demander, ou est-ce que, j'espère vous avoir rassuré autant qu'on peut vous rassurer dans un monde qui évidemment ne peut pas vivre sans inquiétude, mais essayons de les maîtriser pour que justement notre pays reste ce qu'il est, un pays de liberté. Alors vous m'aviez proposé, j'avais proposé de venir parler à vos étudiants, et vous m'avez laissé choisir mon sujet, ça arrive rarement, surtout quand on passe beaucoup de concours, on ne choisit jamais, donc maintenant je suis arrivée à un moment où je peux choisir. Donc j'ai choisi de vous parler de l'État, c'est-à-dire comment peut-on avoir envie de servir l'État aujourd'hui. L'État n'a pas très bonne presse, donc il m'a semblé que c'était le lieu pour vous montrer que être fonctionnaire, c'était un beau métier. Je vous rappelle que les enseignants sont des fonctionnaires. Donc vous voyez que, et c'est même la plus grosse partie des fonctionnaires sont les enseignants. Alors je sais vous, monsieur le proviseur, que vous acceptez sans aucun problème d'être qualifié de fonctionnaire, que les enseignants ici présents le font aussi, mais je dis ça parce que quand il m'arrive de présider des réunions d'enseignants pour l'organisation des rentrées des classes, souvent je sens bien que l'enseignant se considère comme un être libre, mais ça me permet de dire que le fonctionnaire est aussi un être libre, simplement qu'il a des droits et des devoirs, et que ces droits et des devoirs s'appliquent à tous les fonctionnaires. Alors il y a 3 types de fonctionnaires, il y a 3 types de fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, il y a les fonctionnaires territoriaux, ceux qui travaillent pour les collectivités locales, et les fonctionnaires hospitaliers, ceux qui travaillent pour les hôpitaux. Alors les fonctionnaires, leur caractéristique première, c'est d'être régis par un statut très ancien, qui s'est appliqué aux 3 fonctions publiques que j'ai citées depuis 1983. Et le statut des fonctionnaires, il garantit le fait qu'on ne peut pas perdre son emploi, qu'on a une indépendance garantie. C'est important de le savoir puisque à la veille du 2e tour des élections régionales, n'importe quel candidat qui vous dira « quand je vais arriver, je vais virer des fonctionnaires », c'est pas possible. Donc je pense que vous qui êtes des citoyens, il faut toujours écouter ce qu'on vous promet de faire et ce qui peut être fait. En tout cas, les fonctionnaires ont cette protection. Alors évidemment, vous allez penser qu'ils sont protégés, mais s'ils sont protégés, c'est pour leur assurer la possibilité de servir l'intérêt général et seulement l'intérêt général. Donc ils ont cette protection pour assurer une mission qui est au-delà de toutes les autres, qui est celle, encore une fois, de servir l'intérêt général, le bien public. Voilà, donc, et c'est ça qui anime les fonctionnaires, c'est encore une fois de vous servir, de servir l'État. Alors je voudrais d'abord vous montrer qu'on peut être découragé de se mettre au service de l'État, mais pourtant, le faire, c'est se mettre au service de la pérennité de notre pacte républicain, et puis j'essaierai d'ouvrir quelques pistes de réflexion.
Alors jusqu'au milieu des années 70, l'État était très prestigieux. C'était encore l'heure de l'État-providence, hein, où le taux, l'économie croissait à un taux de 4% par an en moyenne. La suite des 30 Glorieuses, on ne connaissait pas le chômage et on pouvait envisager la vie sous son jour le plus heureux. C'était l'heure des services publics, c'était le temps d'ailleurs où finalement tous les fonctionnaires étaient gaullistes, ce qui n'implique pas d'ailleurs qu'ils étaient de droite ou de gauche, ils étaient gaullistes avec l'idée qu'on servait l'État, on servait la République. Et vous êtes bien placé dans votre lycée pour le savoir, puisque je crois que vous avez maintenant une salle Jean-Louis Crémieux-Briac, que j'aurais dû inaugurer, mais j'ai eu malheureusement ce jour-là une réunion des préfets qui m'a empêché de le faire. Jean-Louis Crémieux-Briac, c'était un homme qui a d'abord servi la France en partant à Londres en 1940, et puis en rejoignant De Gaulle, et puis après la guerre, il a dirigé pendant des années la documentation française, qui était l'idée que pour qu'un gouvernement et un État fonctionnent au mieux, il fallait qu'il ait à sa disposition les documents les meilleurs possibles pour justement prendre les bonnes décisions. Puis vous avez aussi, pour citer un autre Picard, Jean-Marc Sauvé, qui est vice-président du Conseil d'État et qui est né dans la Somme. Donc je ne sais pas si vous avez des anciens du lycée Madeleine Michelis, mais si on cherche bien, on devrait pouvoir en trouver, et en tout cas tout vous est possible. Voilà, donc, alors pourquoi l'État est contesté? Alors l'idée, c'est des lieux communs d'ailleurs, hein. Il y a trop d'États, on paye trop d'impôts, il y a trop de fonctionnaires. Bon, je rappelle qu'un Français sur 5 qui travaille est fonctionnaire, donc ça fait quand même beaucoup de monde, hein, les policiers, les infirmiers, les gendarmes, les enseignants. Et quand les gens me disent qu'il y a trop de fonctionnaires et que je leur demande lesquels il faut supprimer, en général, ils sont bien incapables de répondre parce qu'on a besoin de tous ces gens-là. Alors l'idée de payer trop d'impôts, je voudrais dire un petit mot là-dessus. Les impôts, ils servent à assurer les services publics. C'est-à-dire les pays où on paye peu d'impôts, c'est en général des pays où il y a peu de services publics. Et la question n'est pas de payer trop d'impôts, même si on peut considérer qu'on en paye beaucoup. Je vous rappelle quand même que la moitié des Français ne payent pas d'impôts sur le revenu. Mais en tout cas, pour ceux qui en payent et qui en payent beaucoup, l'idée c'est finalement quel service public pour ces impôts. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que les impôts qu'on paye et qu'il est légitime de payer assurent le meilleur des services publics? Donc est-ce que l'école répond à ce qu'on attend d'elle, à savoir donner à chacun la chance de faire ce pourquoi il est fait et ce qu'il pourrait faire le mieux. Donc c'est ça la question, plus encore que trop d'impôts, c'est des impôts pour quoi faire. Voilà, ensuite, donc l'idée courante, il y a trop de fonctionnaires, à quoi servent-ils? Il y a trop de règles. Maintenant, je pense qu'une économie, même une économie, et le président Lebrun me démentira sûrement pas, elle ne peut fonctionner que si l'État fonctionne, que si la justice fonctionne. Donc peut-être y a-t-il trop de règles, mais encore faudrait-il se mettre d'accord sur lesquelles sont en trop et sur comment on change ça. Voilà, on dit aussi, tout ça est trop technocratique, il y a trop les fonctionnements, les règles sont archaïques. Alors là aussi, il faudrait s'entendre sur quelles règles il faut supprimer. Et je vous rappelle en plus que les règles, elles sont aussi protectrices. Alors moi, je vous prendrai l'exemple d'un débat très, très important en Picardie, qui est celui de la Picardie maritime. Certains d'entre vous viennent peut-être de ce coin-là de la Picardie. Alors, vous avez beaucoup d'élus qui disent il faut nous laisser construire au bord de l'eau, l'État veut imposer un plan de prévention des risques qui va nous empêcher de nous développer économiquement. Alors vous avez peut-être entendu parler de Xynthia, vous vous rappelez peut-être d'un maire et de son adjointe qui ont construit partout au bord de mer, dans des zones inconstructibles, et rien ne les a arrêtés. D'ailleurs je crois que le maire, il a été maire pendant 30 ans, donc élu et réélu. Puis un jour, il y a eu une tempête particulièrement forte, et il y a eu 40 morts, de 6 mois à 70 ans. C'est-à-dire des gens qui avaient construit des maisons là, et qui finalement ont été pris un soir d'ouragan, dans l'ouragan, et qui sont morts. Alors moi je suis très frappée quand je discute avec les élus de Picardie-Maritime, et qui me disent vous nous empêchez de développer nos villes, et je leur rappelle les morts de Xynthia, et je vois que finalement ça n'a pas beaucoup d'effet sur eux. Vous lisez à peu près tous les jours un article contre la position de l'État sur la Picardie-Maritime. Alors je vous prends cet exemple parce qu'il est très contesté et que pourtant on voit bien la différence entre l'intérêt privé et l'intérêt général. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est tentant de construire, de développer sa commune. Il s'avère que le maire, dans le cas de Xynthia, il a été mis en cause parce qu'il y avait des intérêts personnels, hein, un certain nombre de terrains lui appartenaient.
à lui, à sa première adjointe et au fils de sa première adjointe qui faisait de la promotion immobilière, mais c'est surtout pour vous voyez que les intérêts à court terme ne rejoignent pas toujours des intérêts à long terme. Et encore une fois, l'État, il est là pour protéger les personnes encore plus que les biens, même si la règle du jeu, c'est d'essayer de protéger les biens et les personnes. Voilà, donc évidemment, on peut contester ce rôle, mais je crois qu'il a quand même montré son bien fondé. Donc l'idée, c'est en effet d'essayer de résoudre les problèmes. Alors aussi, ce qu'on entend à longueur de temps, surtout en période électorale, c'est l'impuissance publique. Finalement, le chômage, il y en a depuis 30 ans, il y en a de plus en plus. Que fait l'État? Voilà, alors d'abord, c'est l'économie, c'est la vie économique qui crée l'emploi. Et c'est vrai que depuis 2009, la France, l'Europe connaît une crise majeure, qu'on n'a pas trouvé la recette. Si on l'avait trouvée, je pense qu'on l'appliquerait, et que c'est ensemble, jour après jour, que toutes les personnes en responsabilité essayent de trouver les solutions. Et que, encore une fois, il faut regarder de près les choses. Donc, quelles solutions on propose aux différents problèmes? Et encore une fois, je reviens à la complexité des problèmes. Il n'y a pas de solution simple, et ceux qui proposent des solutions simples, malheureusement, ils trouvent des oreilles attentives, mais encore une fois, c'est très compliqué, en espérant bien sûr que le chômage, en particulier celui des jeunes, diminue. Donc cette question de la puissance publique, de dire finalement ni la droite ni la gauche ne trouvent des solutions aux problèmes, d'abord c'est tous ensemble qu'on peut essayer de les trouver, et puis les problèmes sont si compliqués qu'il faut éviter de les simplifier. Voilà, donc moi évidemment, par définition, j'ai passé ma vie à servir l'État, et j'y crois, et je pense que c'est une tâche noble, compliquée, mais qui mérite qu'on s'y attelle. Alors le service de l'État, c'est ce qui est noble, c'est qu'on dépasse on n'est pas sur la règle du profit, qui a toute sa noblesse aussi d'ailleurs. On peut avoir une entreprise et souhaiter qu'elle se développe, et heureusement, mais quand on sert l'État, on est sur des problématiques souvent d'éthique. Les citoyens attendent beaucoup de la puissance publique en matière de sécurité, je vous ai parlé de l'état d'urgence, en matière économique, en particulier sur les questions de chômage, et puis en matière d'environnement et de santé. La santé, c'est une prérogative de l'État, donc il faut apprécier les risques, essayer de les mettre en perspective, et puis évidemment sur les questions d'environnement, puisque vous savez qu'en ce moment se déroule la COP 21, avec la volonté de tous les pays réunis, je ne sais pas si vous y arrivez, il faut l'espérer, à justement essayer de lutter contre ce qu'on appelle le réchauffement climatique, avec les conséquences dramatiques qu'il peut avoir sur la vie du monde d'ailleurs en général. Voilà, donc il y a aussi un certain nombre de règles qui s'appliquent aux fonctionnaires et qui devraient vous rassurer si vous avez des inquiétudes sur leur poids dans la société, qui est la loyauté, l'obéissance, la réserve, la discrétion, le secret professionnel, le devoir d'informer, le fait de consacrer son activité professionnelle à l'administration et de ne pas faire autre chose, et la responsabilité dans l'exécution de ses missions. Donc les règles intangibles, c'est l'égalité, la neutralité, l'impartialité, la probité et la laïcité. Alors la laïcité, peut-être un mot là-dessus, parce que c'est un sujet, la devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors la laïcité, ça veut pas dire qu'on ne peut pas pratiquer sa religion, ça veut dire qu'on la pratique à l'intérieur, chez soi. Voilà, donc je pense que c'est une règle très importante qui fait partie de la tradition française, qu'un certain nombre de gens aujourd'hui ont du mal à accepter. Moi, quand j'étais lycéenne, la religion n'était jamais un sujet. J'avais discuté de ça avec vous la dernière fois que j'étais venue ici. On n'en parlait même pas. Et la dernière fois que je suis venue ici avec Madame Boitard, c'était omniprésent dans le débat. Je pense que la religion, encore une fois, c'est une pratique personnelle. On peut croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, mais c'est à l'intérieur de chez soi, avec ses proches, qu'on pratique sa religion. Ben, c'est ça la laïcité. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. On peut bien sûr évidemment y croire, mais c'est une croyance qui est personnelle et qui doit rester personnelle. Voilà, donc je pense que c'est extrêmement difficile pour des gens qui ne sont pas français de comprendre ce concept de laïcité. Enfin, pour des Américains, c'est inexplicable, parce que aux États-Unis, moi j'ai eu la chance d'y vivre 4 années. Aux États-Unis, il faut absolument croire en un Dieu quel qu'il soit. Et donc les gens ont beaucoup de mal à comprendre, et l'athéisme et la pratique personnelle de cette religion.
mais je pense que la force, la grandeur de notre pays, c'est de vivre de cette manière-là. Vous savez qu'en 1905, il y a une loi très longuement débattue de séparer l'Église et l'État, et donc il faut vivre, encore une fois, sa foi d'une manière personnelle. Je sais que le concept n'est pas évident, surtout pour des jeunes générations, mais si vous voulez, là aussi, on en reparlera, puisqu'on peut, ici, dans cette enceinte, parler de tout, dans le respect des uns et des autres. Voilà, donc voilà, liberté, égalité, fraternité, je pense que c'est ça les valeurs républicaines et qu'elles ont encore tout leur sens. Donc si vous choisissez d'être fonctionnaire, j'espère que certains d'entre vous choisiront, d'ailleurs si vous imaginez pour certains vouloir faire Sciences Po, c'est une des possibilités qui vous sera ouverte, c'est passer les concours administratifs. Donc il y a en effet une entrée dans la fonction publique par concours, ce qui rend d'ailleurs le niveau des personnes qui travaillent pour l'État plutôt plus élevé que ceux qui travaillent dans le privé, puisqu'on ne peut rentrer dans la fonction publique normalement que par concours. Alors en général, donc, le niveau d'éducation est plus élevé, même si les rémunérations sont légèrement inférieures, même peuvent être considérablement inférieures entre un cadre supérieur de la fonction publique et un dirigeant d'entreprise. Les rémunérations ne sont pas comparables, et d'ailleurs je pense qu'il ne faut même pas essayer de les comparer, parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même sujet. Alors vous avez des fonctionnaires dans toutes ces missions que j'ai évoquées assez rapidement, et puis vous avez aussi des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Voilà, c'est aussi pour le ministre la possibilité d'être entouré de gens qui connaissent l'administration, parce que l'administration c'est un métier. Donc ils sont là pour conseiller le ministre, sachant que l'administration elle est au service du politique. C'est-à-dire qu'une fois que les élus sont élus, ils décident de grandes orientations et les fonctionnaires sont là pour les mettre en application. Voilà, donc moi je pense que l'administration change, évolue, est capable de se réformer, même si c'est souvent un peu compliqué, et qu'on a toujours besoin de talents nouveaux, et que le métier reste à la fois dans la tradition et la modernité. Voilà, je crois que le mieux est, après de vous laisser poser des questions, je voudrais dire un mot sur la réforme territoriale. Donc on va passer de 22 régions à 13 régions à partir du 1er janvier. Donc vous savez que la région de Picardie disparaîtra et sera fusionnée dans une grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Alors ce seront les élus qui décideront comment on l'appelle. Moi je remarque qu'un certain nombre de gens l'appellent déjà Nord-Picardie. Je ne suis pas sûre que les Pas-de-Calais sont très contents, mais enfin on verra comment ils l'appelleront. La capitale sera également choisie par les élus. Il est quand même fort probable que Lille sera la capitale de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je vous rappelle que le rapport entre les deux régions, c'est 2 tiers Nord-Pas-de-Calais, 1 tiers pour la Picardie. Que les Picards y ont leur place. Je dis ça parce que comme je vis en Picardie depuis presque 1 an et demi, je sais que les Picards auraient plutôt tendance à dire mais on va être pris dedans, mais encore une fois, on a la place pour laquelle on se défend, donc les Picards y auront leur place. Peut-être un mot sur les pouvoirs du conseil régional, parce que j'écoute chaque matin avec attention encore une fois à la radio, et j'entendais ce matin que finalement, si je faisais une petite interrogation écrite, ce que je ne vais pas faire, si je vous demandais quels sont les pouvoirs du conseil régional, je pense que vous seriez bien embarrassé, parce qu'ils sont à la fois importants, mais c'est vrai aussi pas les plus importants. Le conseil régional, il a des pouvoirs en matière de transport, puisque les TER que vous devez prendre, les trains express régionaux, sont financés par les conseils régionaux, et les problèmes de transport sont au cœur des problématiques. Le conseil régional a un pouvoir en matière de formation sur les lycées, donc vous êtes concerné au premier chef. Alors il n'a pas de pouvoir sur l'enseignement, qui est une compétence de l'État. Sur les professeurs passent des concours qui sont des concours d'État, ils ont des diplômes d'État, mais les locaux sont de l'entretien des locaux, et les locaux sont de la compétence des conseils régionaux. Et il faut reconnaître que depuis que les conseils régionaux ont cette compétence, les lycées sont en bien meilleur état. Donc voilà, parce qu'on est sur du bâti, et ça c'est la compétence du conseil régional, comme le conseil régional rémunère les personnels techniques qui sont dans les lycées. Les professeurs sont rémunérés par l'État, mais les personnels qui s'occupent des lycées sont rémunérés par les conseils régionaux. Voilà, il y a aussi des pouvoirs en matière de développement économique, c'est donc très important, et d'aménagement économique. Et vous savez qu'il y a plusieurs couches en France. Il y a les communes. Je vous rappelle qu'il y a 782 communes
dans la Somme, donc c'est beaucoup. Il y a certaines communes qui ont 9 électeurs. Remarquez, le dépouillement va très vite. 7 même communes, donc vous voyez beaucoup de communes très rurales. Dans la Somme, deux villes de plus de 10 000 habitants, hein, Amiens, 135 000 habitants, qui est la capitale de la Picardie et qui est la seule ville vraiment conséquente de la Picardie. Je ne veux pas vexer la Beauvais, ni Creil, enfin, c'est quand même des plus petites villes, Monsieur le Président. Et puis vous avez Abbeville, 25 000 habitants. Donc beaucoup de petites villes, communes. Alors vous avez les intercommunalités qui sont des regroupements de communes. Pour l'instant, il y a 48 intercommunalités dans la Somme et j'ai proposé une nouvelle carte de l'intercommunalité pour qu'il y en ait 24. L'idée étant que quand on est à plusieurs, on arrive à faire plus de choses que quand on est seul. Beaucoup de maires sont très réfractaires à l'intercommunalité parce qu'ils ont l'impression de perdre une partie de leur pouvoir. Et les citoyens sont aussi très attachés à leur commune, mais je pense qu'on se rend compte que surtout quand il y a moins d'argent public, il est important de se regrouper. Voilà, donc commune, intercommunalité, département. Alors ce qui s'appelait autrefois le conseil général est devenu le conseil départemental, donc il s'occupe surtout d'actions sociales, hein, le revenu de solidarité active, ce qu'on appelle le RSA, les personnes âgées, l'aide sociale à l'enfance, donc beaucoup de missions sociales qui sont maintenues, conseil départemental et puis le conseil régional, et puis au-dessus, parce qu'il est au-dessus, l'État. Voilà en gros quelques généralités. J'espère que vous saviez tout ça, en tout cas la plus grande partie, et je propose que nous entamions les débats.